à la fin du livre, il y a un petit article sur cette évasion, disant que ce jeune Polonais avait fabriqué une perche avec des lattes d'un sous-plafond. Il avait donc essayé de s'évader, était tombé dans le chemin de ronde, avait été repris évidemment, puisque dans le chemin de ronde, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Et le commandant Kramer ne voulait pas croire qu'il avait réussi cet exploit, si on peut dire. Et il lui a dit, si tu recommences, tu seras gracié. Et il a recommencé, il est retombé dans le chemin de ronde et Kramer l'a fait dévorer par ses chiens. Et quand on arrivait avant Roto, dans la vallée, on a aperçu, moi j'étais dans le sens de la marche, contre la vitre, et là j'ai vu à flanc de montagne, il faisait très beau, le 10 juillet, c'était un temps magnifique, il a fait très beau d'ailleurs cet été 44. Et j'ai vu ce camp dans la montagne, j'ai dit à mon camarade qui était attaché à côté de moi, je lui ai dit regarde là-haut, ça doit être certainement là-bas qu'on va, on voyait ces baraques échelonnées dans la montagne. On a eu un moment de joie, parce que lorsqu'on a vu qu'on passait par le Rhin, et on arrivait dans cette vallée, vous la connaissez, la vallée de Dabruch, vous y êtes allé, c'est beau quand même, hein, c'est une belle vallée, il y a des forêts de chaque côté, on s'est dit, ben, ça allait, on avait dans notre idée, nous, les camps de prisonniers de guerre. Alors on se dit, bon, on va être dans un camp, on va couper au bois, on va être là, vous voyez, je ne veux pas dire qu'on allait en vacances, mais on avait quand même passé 5 mois et demi en prison, bon, on était content de se dire, on va arriver là. J'ai vu quand même du saut à la perche à la télévision et je me suis dit c'est pratiquement impossible de sauter à la perche de l'endroit où il était. D'abord, il faut avoir une perche. Je ne savais pas, j'avais pas prêté tellement attention à la façon dont il avait confectionné cette perche. Déjà, pour rentrer une perche dans le camp, c'était pratiquement impossible. En faire une avec des lattes, je ne vois pas comment il a pu faire. Mais enfin, c'est comme ça que c'est écrit. Et donc il fallait donc avoir cette perche, courir. Et le seul endroit qui se prête au saut à la perche, vraiment en prenant son élan, c'est juste avant d'arriver au crématoire. Il y a un endroit qui est plat là, mais juste au coin il y a un mirador. Et s'il a fait ça en plein jour, parce qu'on ne dit pas si c'est en plein jour ou la nuit, mais s'il a fait ça en plein jour, il était visible par la sentinelle qui est en permanence dans le mirador. Et si c'était à la nuit, c'était éclairé toute la nuit. Donc, je ne vois pas comment il a pu faire. Et puis, sauter à la perche, ça, en général, quand un gars saute à la perche, il monte et après, il redescend. Donc, la perche, automatiquement, il prenait beaucoup d'élan et il traversait ce chemin de ronde, si on peut dire, ou il retombait automatiquement. Donc, il se retombait dans le ce ne serait pas extraordinaire, il ne pouvait pas faire autrement. Parce que traverser le chemin de ronde et retomber de l'autre côté dans la forêt, parce que c'était la forêt de l'autre côté, il y a comme ça. Alors moi je dis que c'est pratiquement, pour moi c'est impossible. Ça a peut-être existé dans un autre camp. Et après c'est une légende qui s'est propagée. Arrivé là, bon, ben, les SS vous attendent. Alors ça a commencé à crier, les chiens nous sautaient après, et nous a fait monter dans des camions découverts. On est monté donc au Struthof, et lorsqu'on est arrivé au Struthof, c'était l'heure d'arriver, de rentrer des commandos de travail. Vous savez que dans un camp, il est fermé, mais on peut travailler à l'extérieur. Hein. Alors ceux qui étaient à l'extérieur, c'était l'heure de midi rentraient. Et comme ils n'ont pas voulu qu'on descende tout de suite dans le camp, ils nous ont alignés, d'abord la manière, hein, enfin je ne veux pas tout recommencer, vous l'avez su comment on était reçus, hein, hein, des coups de schlag, des coups de crosse, crier, les chiens sans arrêt, enfin vraiment. Alors ils nous ont mis, il y a la porte d'entrée du camp, nous a fait rentrer et nous a mis à droite. Restez là. Et puis ils sont passés devant nous tous ceux qui rentraient de travail. Et quand on a vu les personnes, dont certains qu'on connaissait, qui avaient été en prison avec nous,
dans l'état qu'ils étaient, 2 mois ou 1 mois et demi ou 3 mois après avoir été avec nous, voir dans l'état qu'ils étaient, ça, vous ne pouvez pas vous figurer l'impression que ça fait. Mais dire, mais c'est pas possible. Hein. C'est pas possible qu'on soit, nous, qu'on arrive dans un bagne et qu'on soit dans un état comme ça au bout de si peu de temps. Ça a été, je pense, peut-être la plus forte impression de ma vie, mais plus que quand on m'a annoncé que j'étais fusillé. Parce que on arrivait, on était content, on avait eu un moment d'espoir en montant dans cette vallée, et puis quand on arrivait où on voulait, qu'on a vu les personnes dans l'état où ils étaient, on s'est dit, mais c'est pas possible. À tel point, j'ai déjà dit, quand on se réunissait le dimanche après-midi, on ne travaillait pas, qu'on était encore tous ensemble, on se réunissait entre nous, dans un coin, ben on se disait, si seulement on a été fusillé, on était persuadés qu'on ne sortirait pas du camp. Et puis alors, si le Struthof n'avait pas été évacué, on n'en serait pas sorti. Mais enfin, on était persuadés. Alors on se disait, ben oui, on aurait été fusillé, on serait monté à la citadelle, on aurait chanté la Marseillaise, on serait mort pour nous, en héros. Tandis que là, on se disait, on va crever comme des bêtes, on va crever comme des chiens, pareil, quoi. Ouais. Et vous savez, l'état dans lequel on est, et on y est vite, hein. On y est vite. Hein. 5, 6, 7 semaines après être rentré, moi je faisais 37 kilos, j'avais perdu 25 kilos en moins de 2 mois. Vous voyez dans l'état qu'on peut être. Hein. Bon, vous voyez ma colonne vertébrale depuis devant à ce moment-là. Tout de suite à l'entrée dans le camp. 3 jours après. Le camp était encore enneigé, hein. La route était chargée de neige, la route qui monte, la route d'accès au camp. Requis pour faire partie d'un commando, c'était une trentaine, chargé de dégager un peu la neige sur la route. Donc une armée avec les uns une pioche, et puis les autres avec une pelle. Les uns avec la pioche, ils cassent la neige un peu gelée sur la route. Les autres avec une pelle jettent les débris de chaque côté. Puis on était gardé par un commando Führer, c'est-à-dire le SS qui était chargé de surveiller le commando. Il s'appelait Hermann Traut. Les anciens du camp, enfin ceux qui étaient arrivés les premiers, là, en juillet 1943, l'avaient appelé Fernandel. Non pas qu'il était particulièrement rigolo, mais il avait un physique, une allure, des dents un peu proéminentes qui rappelait le comédien qui avait fait les beaux jours de notre jeunesse. Fernandel se promenait avec de rigueur son manche de pioche. Puis il était accompagné de son chien. Berger, ça ne s'invente pas, il était allemand aussi. Et puis de temps en temps, Fernandel, soit par instruction, soit par pulsion, paf, il levait les manches de pioche, puis il tapait sur ce qui se trouvait à portée. J'étais destinataire d'un coup. Je venais d'arriver, j'ai encore eu le réflexe, j'ai levé le coude. Alors j'ai eu grosseur sur le coude. Et puis, le chien dressé pour ça, chaque fois que le maître assonnait un coup, ben le chien il plantait ses crocs dans la jambe de la victime. C'est ainsi que j'ai vu la jambe droite en partie arrachée par les crocs de la bestiole. Et puis que, faute de soins, ben, il y a plus tard des asticots qui sont un peu promenés là-dedans, en dépit des efforts des toubibs qu'ils enlevaient avec les petites cuillères en bois. Et puis qu'un phlegmon s'est développé. C'est une plaie qui ne s'est définitivement fermée que plus de 2 années après mon retour à la vie, entre guillemets, normale. Bon, j'ai mis quand même des années pour revenir à
un état normal physique. Hein. Je pouvais pas, pendant très très longtemps, je ne pouvais pas faire une sieste ou m'endormir comme ça. Je me voyais toujours dans les flammes du crématoire. Ah ben, on était à côté du crématoire. Hein. Moi, je me rappelle quand il y avait... ils n'allumaient pas le crématoire tous les jours. Ils empilaient les morts, 5 comme ça, vous voyez. Ils les croisaient. Et quand il y en avait, je pense qu'il fallait qu'il y en ait une trentaine pour qu'ils mettent le crématoire en route. Donc ça demandait... le crématoire marchait... À l'époque, il marchait deux fois par semaine. Et la chaleur du crématoire servait à la désinfection où on était à côté. Et puis mais vous aviez une trappe, alors ils montaient, il y a une trappe qui s'ouvre et une poulie et un crochet. Donc ils accrochaient les morts. On était à côté, hein. On était à côté puisqu'il y a même une vitre entre les deux. Donc on voyait ce qui se passait au crématoire avec son père. Donc ils montaient les morts du machin, puis les mettaient dans le four crématoire directement comme ça. Il y a eu une désinfection de l'infirmerie. Je vous ai parlé des bestioles qu'on avait partout. Alors de temps en temps, quand même, dans les baraques, pour pas que ça se répande trop, ceux qui travaillaient dans la journée faisaient un paquet de leur habit calé à la désinfection. Il y avait un système de désinfection au crématoire. Et quand ils étaient là, et quand ils désinfectaient les couvertures dans la journée, eux étaient... Bon, à l'infirmerie, on n'avait qu'une couverture. Le soir, ceux qui restaient, parce qu'il y avait quand même moins de monde, on nous a fait sortir à l'extérieur, nus. On nous a couchés sur une place d'appel. Et on est resté toute la nuit couchés par terre, sans pouvoir et sans devoir bouger. Parce que le camp est toujours éclairé toute la nuit, personne ne doit circuler dans le camp, sinon les sentinelles tirent à la mitrailleuse. Alors ça a été une nuit, oui, j'y pense souvent, heureusement c'était une belle nuit du mois de juin. Le ciel était tout étoilé. Mais vous avez une fraîcheur, c'est à 800 mètres d'altitude, une fraîcheur qui vous tombe dessus, vraiment, puis qui vous prend. Ça a gémi toute la nuit. Toute la nuit, il y a des camarades qui ont appelé leur maman, qui ont appelé toute la nuit. Puis le matin, quand il a fallu se lever, il y en a je ne sais pas combien qui sont restés étendus. Ma mère, maman, 5 mois que je l'ai quittée, j'étais à ce moment-là incapable de mettre devant mes yeux le visage de ma mère. Celui qui ne pouvait pas travailler, qui était étendu, il était étendu par terre, il y restait, qu'il pleuve, qu'il vente n'importe quoi, il mourait pratiquement. Hein. Moi j'ai vu mettre une pierre dessus, sauter dessus, j'ai vu uriner dessus. Quand vous arriviez au camp, on vous déshabillait complètement, on vous rasait du haut en bas, depuis les endroits les plus intimes de l'individu, on vous regardait dans l'anus pour voir si vous n'aviez pas planqué de bagues, et on regardait les dents, si vous aviez des dents en or, et ça c'était numéroté, Donc les habits, quand vous étiez au camp, vous n'aviez plus vos habits, aucun vêtement personnel. On vous donnait, nous on nous donnait une veste qui avait peut-être 5 ou 6 mois, qui avait été prise sur d'autres détenus, et on nous mettait N dans le dos, Nartountnebel. Là on vous donnait donc c'était mis à la peinture, vous aviez des grosses traces de peinture sur le pantalon. Nous, tous les NN à l'époque, depuis janvier 1943, sur l'ordre de Himmler, tous les résistants qui étaient catalogués Nartountnebel allaient directement au camp de Masvillers. Je n'ai pas été fusillé parce qu'ils ne fusillaient pas systématiquement tout le monde, c'est pour ça qu'ils ont fait ce décret Nartountnebel le 7 décembre 1941. C'est Kettel qui a pondu ça sur la demande d'Hitler. Et bien,
Nous, on était condamnés à mourir à petit feu. Tous les résistants qui se sont retrouvés dans les camps, la finalité, si les nazis avaient gagné la guerre, il n'y a aucun d'entre nous qui serait venu raconter ce qu'il avait vécu. NN ou pas NN, hein, c'est ma conviction. Ceux qui allaient au Struthof étaient NN et ils devaient disparaître dans la nuit et le brouillard. Donc j'ai été arrêté le 19 juillet 1944 dans les maquis de la Creuse, à côté de... dans la région de Bourg-en-Neuf, où nous étions repliés du Cher. Je faisais partie du maquis du groupe Surcouf du Cher Sud, puisque le Cher était coupé en deux. Il y avait la ligne de démarcation qui passait entre les deux. Et moi, j'habitais Saint-Amand-Montrond, qui était donc du côté français, France libre, ou France pas occupée, si vous voulez. Et nous avons attaqué, nous, le 7 juin, après le message du débarquement, où il y avait eu un premier message avec insurrection pour toute la France. Et je pense que 2 heures après ou 3 heures après, il y a eu un autre message qui disait pas d'insurrection totale, mais des petites actions de groupe. Je pense que nos chefs n'ont pas entendu ce message. Donc nous, on a attaqué Saint-Amand-Montrond, où il y avait, entre autres, une caserne de miliciens. Les miliciens, c'était donc la police politique qui avait été créée par Laval et Darnan pour lutter contre la résistance et les Juifs. Et on a fait prisonnier 15 miliciens. Et dans cette prison, il y avait une dame et un gosse, je ne me rappelle plus de son âge, il y avait une dizaine d'années. Et il se trouve que cette dame, c'était une Madame Boudelan, qui était la femme du secrétaire général de la milice, qui avait mis sa femme à Saint-Amand-Montrond parce qu'il pensait que c'était plus calme qu'à Vichy. Et quand il a su que sa femme était prisonnière des maquisards, il a alerté les Allemands, et les Allemands ont attaqué le lendemain, ou le 9 juin. Ce qui fait qu'on s'est replié, nous, sur la Creuse, et on a rejoint les maquis de la Creuse avec les miliciens. Donc nous sommes entourés, encerclés par les SS de la Das Reich, qui remontent vers la Normandie, puisqu'après le débarquement, toutes les troupes allemandes qui étaient dans le sud de la France sont remontées vers la Normandie pour retarder, pour renforcer les forces allemandes et empêcher le débarquement. Ce sont les mêmes qui ont brûlé au Radour, ce sont les mêmes qui ont pendu les gens de Tulle, voilà. Donc on est encerclé, on est un petit groupe de 60, on s'est coupé en deux branches. Il y a une partie qui est partie avec les miliciens qu'on avait toujours avec nous, sauf la madame et son fils. Et nous, on était en groupe de défense, on était une trentaine, on était entourés par une compagnie allemande. Eux, ils avaient de l'armement lourd. Le premier tir de mortier est tombé sur le seul fusil mitrailleur qu'on avait. Donc les 2 servants du fusil mitrailleur ont été tués tout de suite. Il y a eu 3 ou 4 blessés, je ne me rappelle plus, mais on était 3 ou 4 allongés. Moi, j'ai eu une balle qui m'a traversé la gorge. Elle est rentrée là, elle est sortie là. Et elle est partie par la doublure de ma veste. Je perdais mon sang. Et mon frère était là. On avait eu des parachutages d'armes. Et dans tous les parachutages d'armes, il y avait des munitions, des armes, du manger et des médicaments. Et mon frère avait en poche un pansement qui avait piqué au parachutage. Je perdais beaucoup de sang, il m'a mis ça autour du cou. Et quand les SS sont arrivés vraiment sur nous, à 10 mètres, moi j'étais allongé avec les 3 copains qui étaient blessés. Il m'a mis debout. Pourquoi, j'en sais rien. Et mes 3 copains qui étaient restés allongés ont une balle dans le crâne et moi pas. Voilà, c'est tout. Celui qui n'avait pas de chance, il était mort. De toute façon. J'avais 19 ans, voilà.
savoir dire non, aller jusqu'au bout de petite idée qui germe, hein, 17 ans, 16-17 ans, bon, pas formulé d'une façon très rigoureuse, mais on a une idée, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, c'est le couvre-feu, on n'a plus rien dans les assiettes, on a vu toute la population française sur des routes, bon, on a un frère prisonnier quelque part en Allemagne. Donc c'est au moment où c'est devenu le plus difficile, où j'ai vu aussi l'évolution, comment je pourrais dire, de l'esprit en France, l'évolution du gouvernement. Moi, c'est 42, lorsqu'on a commencé à arrêter les Juifs, lorsqu'on a commencé, manque de liberté, enfin, c'est là que ça m'a frappé. Mais c'est un peu le hasard qui vous fait découvrir cette résistance. Vous ne pouvez pas aller vous adresser à n'importe qui, c'est un peu le hasard. On a récupéré dans mes tiroirs, j'étais amateur de photos, moi, quand j'étais jeune et encore joli. Je faisais des photos, donc sur les photos, il y avait plein de personnages, des copains, des copines. Et puis chaque personnage, ça me valait un interrogatoire, qui sait où est-ce qu'il est. Bon, ça a duré une bonne semaine. J'ai perdu ma montre et puis la notion du jour et de la nuit. Je crois que c'est au bout d'une semaine qu'on m'a remis entre les mains des autorités d'occupation. Incarcéré à la prison du Cherche-Midi à Paris, une prison qui avait vu le jour sous l'ère napoléonienne, qui était pas toute jeune, enfermé dans une cellule obscure, complètement sans rien, pas aucun contact avec la lumière extérieure, tout seul dans la nuit. Seulement la porte entrouverte une fois le matin pour faire l'échange des tinettes, ça c'est une obligation, puis jeter la nourriture qui était censée m'alimenter une journée. Puis la porte se referme de nouveau la nuit. Seul contact avec des êtres vivants, je dirais, c'est les punaises qui tombaient du toit. Ça a duré un petit peu plus de 15 jours. Et puis finalement, subi 3 interrogatoires par les autorités nazies, passé devant un grand bureau où il y avait 3 bonshommes avec des grandes casquettes. Condamné à la perte capitale puisqu'il y avait un problème d'armes et que je m'étais opposé à l'armée allemande. Et puis retour dans la prison de Fresnes, et puis c'est un matin que la porte s'ouvre. J'avais 19 ans et 3 mois. Ma retraite à Ouchted, ça veut dire qu'il faut se mettre debout. Ma retraite Raus, ça veut dire qu'il faut sortir. Puis je me retrouve encadré avec 4 types qui avaient un casque sur la tête, et puis un monsieur avec une casquette devant. L'idée tout de suite vient, condamné, ensuite un peu l'obscurité, et puis la sortie bien encadrée. On va à Fresnes, puisque c'est là qu'on exécutait les résistants de la région parisienne. La prison de Fresnes. Puis je me rappelle, j'ai 19 ans, 3 mois. La lumière dans le couloir, tout de suite, la vie revient. Puis j'avais reçu, pendant ma période de résistance, une préparation physique un peu adaptée. On m'avait fait un peu tâter de ce qu'on appelait le jujitsu à l'époque. Bon, j'étais un peu préparé. Donc, marchant dans ce long couloir, très grand, Cherche-Midi, enfin ça m'a paru très grand, penser assez vite me vient que devant un peloton d'exécution, des fusils, je suis pas sûr d'être parmi ceux qui auraient le courage de dire crier « Vive la France » en m'abattant. Je n'étais pas sûr de ça. J'étais encore un gosse. Donc j'avais choisi de me jeter sur l'un des bonshommes, là,
Puis j'étais en train de choisir celui sur lequel j'allais me jeter, on allait m'abattre dans le couloir, on n'en parlerait plus. Et puis, marcher dans ce couloir, j'étais en train de me préparer, de reprendre ma respiration à des forces, comme on m'avait appris. Et puis, brutalement, monsieur avec la casquette, il se met de côté, les deux sbires devant, ils ouvrent une porte, et puis les deux derrière me poussent. À l'horizontale, je rentre dans une salle où je me retrouve avec quarantaine d'autres bonshommes dans ma situation. Parmi eux, d'ailleurs, il y avait le général de l'Estrin. Vous avez peut-être au cours de vous entendu. J'ai fait partie du convoi du général de l'Estrin début mars 1944. Finalement, pour quelle raison le peloton d'exécution s'est transformé en mort annoncée, mais beaucoup plus lente, comme m'avait dit un officier qui m'a dicté la sentence, là. La mort, bien sûr, mais avant, il y a la souffrance. Il fallait se laver. On n'avait pas de savon, on n'avait pas de serviette. Le type qui ne se lavait pas, il était mort déjà, parce qu'il avait lâché. Le type qui voulait rester 5 minutes de plus sur sa paillasse et ne se lavait pas, était mort. Ne pas se laver, c'était déjà dire aux Allemands, on était devenus des bêtes. Les Allemands voulaient faire de nous des bêtes, et nous, il fallait rester des hommes. Et se laver, c'était déjà le premier signe. On vivait dans des conditions, mes copains ont dû vous le dire, les toilettes, les WC, c'était horrible. C'était des batteries, tout le monde faisait en même temps. Enfin, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait rien. On était dégueulasse, les types. Il y avait des odeurs, c'était épouvantable. Il fallait se laver, le type ne se lavait pas, était mort. Alors on est parti au travail le matin. On creusait une tranchée, des tranchées. Alors il y en a qui la creusaient dans le secteur, et puis il y en a derrière qui la bouchaient. Et c'est là que j'ai retrouvé encore de la neige, c'était au mois d'avril, j'ai retrouvé de la neige en creusant, je me rappelle, quand j'ai vu cette neige, et ça m'a rappelé un rêve que j'avais fait, parce que ça n'empêche pas de rêver, même quand on est en prison. Et j'avais vu de la neige, puis je me suis dit, ah, avant la neige, je serais peut-être libéré, parce qu'on se disait que, je ne sais pas, moi, ce qui peut se passer, hein, un bombardement de prison, vous voyez ce qui peut arriver. Moi, j'ai dit, tiens, la neige, je la trouve quand même, mais pas où j'espérais. Vous savez, quand on est enfermé dans un trou noir 24 heures sur 24, vous ne savez pas quelle heure il est, vous ne savez pas si vous devez dormir, si vous devez être réveillé, puis éveillé pourquoi, vous voyez pas clair, vous voyez rien. Vous avez encore une fois 19 ans. Bon, vous avez compris parce que c'est une préparation aux interrogatoires qui allaient venir, mais c'est pas facile à vivre. Et l'envie de se mettre la tête sur les murs de la cellule, elle vous vient souvent. Comme à l'intérieur du camp, l'envie de se jeter sur les fils de fer barbelés chargés à plusieurs milliers de volts d'électricité, ça vous traverse l'esprit. Et puis, vous vous dites, pesez 30 kilos, vous avez la jambe en lambeaux, vous vous dites que le bonhomme qui vous a accueilli, vous allez dire qui vous a promis de sortir du camp par la cheminée, ben, il doit savoir ce qu'il dit, il a raison. Pourquoi pas finir plus vite? Un petit peu se répéter le discours qu'on s'est tenu dans le couloir de la prison. Vous êtes prêts à partir? À vous jeter. Puis il y a une main qui se pose sur votre épaule. Puis au bout de la main, un membre, un bras sans doute, et puis une voix. Il dit, allez. Il ne va pas leur faire ce plaisir. Il ne va pas faire en sorte que ce soir, devant leur dernier verre de schnapps,
il se congratule, il se tape sur le ventre, disant « Tiens, il y en a encore un qui s'est fait exploser cet après-midi sur la barrière électrifiée. Non, allez, viens. On va aller retrouver un tel. Tiens, il y a Max qui est par là, on va aller le voir. On va repartir, on va faire quelque chose. Allez, viens. » L'autre, la main de l'autre. La solidarité, c'est que tous les déportés, le soir, sur leur petite ration de pain, enlevaient un petit morceau de pain de l'épaisseur de la tranche qu'on avait. Hein. C'était carrément coupé en 12, on donnait la valeur d'un ongle. Et ça, on le mettait de côté, chaque Français donnait son obole, c'était ramassé dans un canot, et puis, avec ça, on essayait de sauver un jeune ou une personne qui avait des chances d'être sauvé. Vous êtes dans un camp, vous allez mourir, mais il y a différentes solutions. Soit vous avez, c'est la faim, qu'on n'a pas à manger, donc vous êtes complètement dégradé. Soit il y a d'autres choses, il ne faut pas être mourant. Si vous êtes mourant, ce n'est pas la peine de vous aider, parce que ce n'est pas la peine que les copains sacrifient pour aider quelqu'un qui va mourir 2-3 jours après. Mais si on voit qu'il y a quelqu'un qui a des chances de s'en sortir, on l'aide. Alors ça m'a aussi beaucoup marqué, parce que moi j'en ai profité. Et je me dis maintenant, puis ça me fait encore quelque chose, que si je suis là, c'est grâce aux copains qui crevaient de faim, et puis qui sont privés d'un petit morceau de pain pour me sauver. Et si je suis là, c'est à cause de ça. Autrement, je ne serais pas là, parce que j'étais dans des conditions où je devais disparaître, effectivement. J'étais arrêté avec mon pistolet à la main dans ma poche de par-dessus. Et évidemment, j'étais arrêté une arme à la main. Et puis quand même, le FTP, c'était quand même une organisation du Parti communiste, les francs-tireurs partisans français. Alors déjà, rien que ça, déjà, on n'avait aucune chance de s'en sortir. Et j'ai eu 8 de mes camarades qui ont été condamnés à mort, fusillés le 20 mai. Ils ont leur nom sur la cloche au Mont-Valérien. Et puis nous, on était condamnés à mourir à petit feu dans les camps. Bon, on avait quand même... Mais on avait une chance de s'en sortir. Parce que vous êtes dans un peloton d'exécution, on n'a aucune chance. D'être nuit et brouillard, avec tout ce que ça incluait comme souffrance haute, c'était quand même une chance. On savait qu'ils allaient perdre la guerre, les Allemands, de toute façon. Mais peur, oui, j'ai eu peur quand j'étais en prison, parce que je me demandais comment ça se passait quand on était fusillé, parce que j'étais persuadé étant en secret en plus, persuadé que j'allais pas m'en sortir. Vous savez, c'est des époques, je pense qu'il vaut mieux vivre en lion que de vivre en agneau, parce que si vous êtes dans les plus forts, les agneaux se font toujours bouffer par les loups. Alors, il vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux quand même être... Il y a des moments où il valait mieux être mort que d'être en concentration. Et puis vous voyez, c'est la chance qui est là. J'ai encore la chance aujourd'hui. Peut-être que je vais encore vivre 10 ans, peut-être que dans 7 ou 8 mois, je serai décédé, j'en sais rien. Parce que c'est durable tout ça. Et nous, on n'a pas à se plaindre, on fait durable. Vous voyez, mais vous voyez, on continue à se battre pour la mémoire, je pourrais rester tranquille. Et la vie est belle, dans le fond. Moi, quand j'étais arrêté, il y a des gens qui ont dit « c'est bien fait pour sa gueule, il avait qu'à rester tranquille ». Et ils avaient raison, c'est vrai. Mais c'est un combat. Hein.